Imoscopie, Marc-Antoine Jamet, Pascal Monfils. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien du Cercle Pierre d'Or. Marc-Antoine Jamet, vous êtes une des personnalités les plus en vue de notre secteur et les plus brillantes et influentes à coup sûr. Mais vos activités ne se résument pas à l'immobilier. Secrétaire général du numéro 1 mondial du luxe, le groupe LVMH, vous êtes aussi, beaucoup, un élu local extrêmement impliqué, maire de Val-de-Reuil, conseiller régional de Normandie, et aussi, parmi beaucoup d'autres, président du Centre national d'enseignement à distance, et peut-être la fonction qui me fascine le plus, président du jardin d'acclimatation, mais ça, ce sont des souvenirs d'enfance. Donc, apprendre vos racines, votre parcours, vos ambitions d'hier et d'aujourd'hui, c'est aussi mieux vous connaître, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans ces 50 minutes. Commençons donc par le début. Vos racines ou votre famille? Les racines par mon père, c'est une partie de la Corse dont il porte le prénom, dont mes enfants portent les prénoms, dont parfois même la naissance, ils y sont nés pour certains d'entre eux. C'est l'île mythique, c'est l'île de la grand-mère Ventura, c'est l'île du berger de Sartène qui en boursicotant était devenu un grand bourgeois parisien. C'est ces racines-là d'un côté, et puis un homme qui a énormément compté dans notre famille, Claude Jamet, écrivain, journaliste, à un moment collaborateur de Léon Blum, secrétaire fédéral de la Vienne, créateur du Front populaire de la Vienne, et un homme d'ailleurs qui s'est trompé lourdement par la suite pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin au nom d'un pacifisme intégral que lui avait inculqué Alain. Je mets toujours d'ailleurs deux bémols à ça, que lui avait inculqué Alain. Mon grand-père est la dernière personne à avoir intégré l'école normale en ayant fait uniquement une hypocagne. Donc il rentre à l'école normale, il n'a pas 18 ans. Il a malheureusement, comme Coturne, Maurice Bardèche et Robert Brasillac, qui sont beaucoup plus vieux et qui lui disent: le môme, t'habites à côté, on veut pas te voir dans la turne, on la prend avec toi, si on te voit, on te casse la gueule. Et donc, il était très jeune, très influencé par Alain, qui a été son maître absolu, maître d'hypocagne, et par la suite, pacifisme intégral. Et par ailleurs, la deuxième chose, il est officier sur la ligne Maginot. Le mouvement essentiel qu'il fait, c'est une marche en arrière, où il me rappellera toujours qu'au moment où ils sont assiégés par une division Panzer, il y a tout l'état-major, il est officier d'état-major, on attend du général quelque chose, le général ne fait rien du tout, il sort, il dit, on voit deux gendarmes qui arrivent avec la plaque d'acier comme dans la grande vadrouille, et le type dit immédiatement, je me rends, et tous les jeunes officiers, mon grand-père en fait partie, sont catastrophé. Et le type revient, tout le monde pense qu'il fait finalement sortez tous votre revolver, on va se défendre. Il dit j'ai oublié mon képi. Voilà l'essentiel de ce général. Donc voilà, et il est en off-flag. Il y reste jusqu'en 42. Il a 7 enfants, donc il est libéré au titre des pères de familles nombreuses. Il rentre. Sa femme a un cancer en phase terminale qu'elle lui a caché, qu'elle ne soigne pas. Chaque soir, il cherche de la morphine dans Paris occupé. Et je pense que il a appelé ça l'homme égaré. Je pense que ça n'a pas aidé à une vision politique totale, puisque une des choses les plus absurdes qu'il ait fait, c'est le 6 juin 1944. Mon grand-père fait un éditorial violemment anti-américain alors qu'il n'a jamais fait de choses comme cela, parce qu'il s'est trouvé pris avec mon père d'ailleurs sous le bombardement de Boulogne-Billancourt et des usines Renault, et qu'ils ont eu peur. Et il appelle ça, un titre très mauvais, célinien. C'est le premier critique de Céline avant la guerre, mon grand-père, premier qui a théorisé le langage célinien, comme beaucoup d'autres choses qu'il a fait en littérature. Et il appelle ça Bombing Parties, comme titre ô combien célinien, mais qui est trop bon. C'est le moment où il faut choisir un mauvais titre. Et il emportera la responsabilité jusqu'à ce que son ami Sangor le fasse venir pour créer l'UER, ça s'appelle pas UER à l'époque, le département de littérature à l'université de Dakar, et qui le remettra dans quelque chose qui n'a jamais été le même. Prof de latin, de grec et de français dans la CAG Henri IV à cette époque. Évidemment, il ne retrouvera jamais un poste comme celui-ci compte tenu d'une erreur. Et c'est une époque où il ne faut pas se tromper. Je veux dire, même si les erreurs sont explicables, moi je les explique, c'est un homme qui avait une profonde méconnaissance de tous les mécanismes. Quelqu'un qui, en voyant Laurent Fabius, disait formidable, il va ramener les ministres communistes dans le gouvernement de Mitterrand. Je dis, ah non, c'est pas tout à fait ça qu'il est chargé de faire. Voilà. Enfin, c'est vraiment une boussole qu'a dit le Sud, comme on dit en politique. Un homme extraordinaire culture. Moi, il m'a élevé, et chaque jeudi, c'était les jeudis d'abord, puis les mercredis, on faisait du latin, du français, des langues anciennes,
tout. J'étais bombardé de petits cours par lui qui étaient extraordinaires. Mais alors vraiment, quand à la fin de l'après-midi de travail, qui durait 3-4 heures quand même, on abordait des sujets plus légers, là, j'étais catastrophé. Je me disais, mais comment un homme aussi intelligent, aussi cultivé, peut être aussi naïf, stupide parfois en politique et dans la vie en général, dans tout ce qui était pratique. Il était sur une autre planète, quoi. Je veux dire, il aurait été fabuleux sous les murs de Troie avec Achille, dont il disait qu'Achille n'avait pas en grec ancien les cheveux blonds, mais les cheveux bleus. Pourquoi bleus? Parce qu'il les avait blancs au point de devenir bleus. Et donc, c'était pas du tout un blond viking, comme des erreurs de traduction. Il partait pendant des heures là-dessus. Non, mais c'est un homme qui avait les cheveux pratiquement blancs. Voilà. Donc, c'était donc, ça, grand-père. Impressionnant. Très important dans votre vie. Impressionnant. Oui. Pas ma grand-mère, non, puisqu'elle est morte en 42. Mes autres grands-parents, adorables et gentils. C'est eux, les buts de Chaumont, les jardins d'acclimatation, etc. Ma mère comédienne et mon père journaliste. C'est quand même ce qu'on appelle une bourgeoisie de talent. C'est-à-dire pas de bourgeoisie de fortune, une bourgeoisie de mérite et de talent, une grande bourgeoisie littéraire ou cultivée, si on veut. Avec, on imagine assez, on est dans les années 70. Je dis pas qu'il y a un côté germano-pratin, mais un petit peu quand même. Un père qui a quand même été une des plumes les plus brillantes oui, du XXe siècle. Tout à fait, qui m'a causé bien des ennuis, puisqu'il était imprévisible, et quand je revenais d'un cours du lycée Condorcet, je me faisais casser la figure alternativement par les pro-israéliens et les Antilles, parce qu'un jour, il était à fond derrière Moshe Dayan, le plus grand général de la Terre, et puis le lendemain, il disait, mais quand même, le pauvre peuple palestinien, alors là, lui aussi, fils de son père, ici, m'écoute, il sera fort. On le salue très bas. Salut, mais alors là, insuivable, et puis alors libre, tant mieux, mais enfin une liberté qui doit s'arrêter quand même à un point, qui est celui de la raison, qu'il n'avait pas comme limite, et vraiment extraordinaire. Et un directeur, quelqu'un qui m'a fait aimer les journaux, puisque j'ai connu par lui les journaux avec les imprimeries de labeur, celle qui était au sous-sol, l'imprimerie de sous-sol du rond-point des Champs-Élysées, Eli 8000, qui était le numéro de téléphone que j'avais dans mon portefeuille si je me perdais, qui était le Standard du Figaro, et l'imprimerie en dessous avec les linos, et puis on ramenait les morasses, les marbres, les flancs qu'on ramenait à la maison. Ma chambre était remplie de tout ça, je ramassais absolument tout. Et puis j'ai connu la même à l'Aurore, sans rue Réaumur, sans rue Richelieu, sans rue Réaumur, c'était François, toute autre chose. Oui. Et l'imprimerie qui était rue Saint-Marc, et les 5 cafés ou les 4 cafés qui étaient encore ouverts, et le gars de la CGT, tant mieux, qui attendait devant le secrétaire de rédaction de 22 ans, qui est terrorisé parce il y avait, vous savez, à cette époque, il y avait la P, la provinciale, et non, la P, la parisienne, et la M, la métropolitaine. Et donc, le type montait sa page, il était payé 8 heures, montait sa page en 10 secondes, le type qui avait fait ça depuis 30 ans, tac, et le secrétaire de rédaction était terrorisé qu'on rate, alors on ratait la M, puis on ratait la P, et puis après on allait boire un verre, donc à minuit et demi ou à 1h du matin, dans les 4 cafés de la rue Saint-Marc, qui ont disparu, mais qui ne fonctionnaient qu'avec l'imprimerie, puis à la santé du confrère, etc. Enfin, toute la, je suis pas modianesque, n'exagérons rien, mais j'aime bien Patrick Modiano. Ma femme adore Patrick Modiano. Mais c'était cette ambiance-là qui a évidemment totalement disparu des journaux. Et vous, assez tôt, l'engagement politique, ça a été quelque chose qui vous a paru évident dans ce contexte, ou peut-être une famille très politisée, oui, entre droite et extrême, parfois, voire extrême droite, oui, et gauche extrême. Mes cousins étaient des gauchistes finis. Mes plus grands cousins, évidemment, mon cousin qui s'appelait Éric Christie, qui est décédé, mais qui était le scénariste de tous les fictions, la gendarme, la policière, la juge de TF1, qui était un type d'une finesse très grande, avait été, comme tout bon créateur pubard par la suite, avait été surtout gaucho. Et donc j'étais émerveillé par mes cousins qui descendaient rue Gay-Lussac avec le casque bol, etc. Soit Mao, soit gaucho, etc. Donc ces gens-là étaient très d'extrême gauche. J'ai l'insigne honneur d'avoir comme frère de mon père, parachutiste, un des créateurs, le cofondateur avec Jean-Marie Le Pen du Front National, mon oncle Alain, qui vit à Montpellier encore aujourd'hui. C'est là où il avait été assigné en résidence après avoir été putschiste une première fois, putschiste une deuxième fois. Voilà, donc ça fait un ensemble divers. La famille était très politisée. Les Noëls se terminaient épouvantablement mal. J'ai assisté à le fameux débat Jean-Paul Sartre est-il plus beau qu'Alain Delon, et toute la partie
para de la famille. Ils disaient, mais quelle beauté grecque, quel type superbe, baroudeur. Et les gens, alors vraiment avec une difficulté quand même, mon grand-père en tête faisait, avec mon grand-père, les plus vieux étaient avec les plus jeunes, pas du tout la beauté irradiante de Jean-Paul Sartre, la fascination de son regard, l'esthétique de sa parole fait que il est d'une beauté. Alors c'était pour moi, voilà. Et donc fallait choisir, et j'ai choisi plutôt à gauche par fidélité à mon grand-père qui racontait le Front populaire, etc. Puis par fidélité, mon père a également fait le choix à droite de Mitterrand en 81. Voilà, c'était, on allait plus vers ça. Et puis voilà, puis j'ai des amis, tout ça. Enfin, on s'est engagé au Parti socialiste assez tôt. Et donc, vos études, c'est Sciences Po, enfin, c'est licence de lettres. C'est d'abord d'essayer d'avoir péniblement l'école normale supérieure. Oui, en la frôlant un peu la première fois, en la ratant pas mal la deuxième, parce qu'il paraît-il quelque chose d'assez classique. Donc une licence de lettres, une maîtrise d'histoire, des études de géographie que je fais parce que je dirais pas parce qu'il faut faire quelque chose, ça me plaisait vraiment, mais je comprends assez vite que Paris 4, lettres, histoire, géo. Alors la géographie par exemple, j'avais un très beau enseignement sur ce qui s'appelle pêche pélagique. Je crois qu'on n'a jamais vu une goutte d'eau, jamais vu un poisson, jamais vu un chalutier. C'est le principe, c'était assez théorique, donc vous voyez pas où ça menait. Et donc je fais Sciences Po en effet. Je m'inscris à l'ENA. Je crois, alors vraiment là c'est la vanité pure, mais il faut le dire. Je pense pas que quelqu'un soit rentré avec de meilleures notes que moi. Donc je crois que je rentre à peu près premier dans cette belle école. Alors que c'est la première fois que je m'y présente et que je l'ai absolument pas révisé. Je travaillais à l'époque, mais je le sentais bien. Je sais pas. Ma mère pensait que je n'y allais pas. Elle disait, parce que comment ça s'est passé? Très bien, pas de problème, sujet que je connaissais, mais t'as pas fini? Alors, fini impeccable, à la minute près, un truc super construit, très bien écrit. Elle dit, ma femme, je crois que Marc-Antoine n'y va pas, il nous ment, mais c'est terrible quand même, il devrait avouer qu'il n'y va pas. Voilà, bref, c'est comme ça, et puis je sors de l'ENA, j'ai vu des moments pas drôles comme tout le monde, parce que c'était pas génial, des stages passionnants, où je rencontre des gens extraordinaires, un an à l'ambassade de France en Algérie, un pays qui m'a marqué terriblement de par sa beauté, puis en même temps par ses divisions. J'ai la chance, c'est une époque où les générations peuvent se croiser. J'ai Jean-Claude Rousseau comme préfet dans le Nord-Pas-de-Calais. Jean-Claude Rousseau, il a été le chef de cabinet de Michel Debré, donc on touche des choses. Je me rappelle qu'on reçoit Madame Pompidou par facilité. Il me dit raccompagner Madame Pompidou. Je raccompagne Madame Pompidou et l'accompagnateur de Madame Pompidou dit donne 10 francs aux 2 motards. Les motards et il dit pour boire à la santé de Madame Pompidou, les gars. C'était vraiment autrefois, quoi. Je veux dire, un verre de rouge au comptoir. Voilà, c'était la France d'avant. Et après, je sors à la Cour des comptes. J'ai la chance de rencontrer André Chandernagor. Alors, mes camarades, ce serait trop long, me poussent comme directeur de cabinet. C'est une fonction que j'ai occupée beaucoup d'André Chandernagor à la Cour des comptes. Et là, j'ai le ministre de la France d'Outre-mer, l'homme du Carrefour du Développement. Il a 100 ans. Il m'a écrit une carte aujourd'hui. Il a 100 ans, André Chandernagor. Dans la Creuse, ouais. Et qui fait des centenaires. Et c'est un homme, pardon, oula, on rigolait pas. Il mettait son chapeau sur le perroquet, ça voulait dire qu'il était là. Il enlevait son chapeau, ça voulait dire qu'il était pas là. Et il y avait des codes comme ça, qui étaient ceux d'un grand monsieur des républiques d'avant, et on ne rigolait pas. Je peux vous dire, on s'asseyait pas de soi-même, etc., etc. On attendait, prenait un siège, on le prenait, mais sur un bout, sur la galette. Et voilà, c'est un type qui m'a raconté des histoires extraordinaires. J'essaie de la faire courte, mais ils vont voir en Côte d'Ivoire Houphouët-Boigny avec Mitterrand et Edgar Faure. Et Edgar Faure fait, vous savez, président, la France et la Côte d'Ivoire, c'est comme un homme et une femme qui sont ensemble. Et il me dit, manque de peau, Houphouët s'était fait plaquer par Simone la veille. Et voilà qu'Houphouët se met à pleurer. Et Edgar qui croit, monsieur Jamais, parce qu'il parlait comme ça, Jean Agor, Edgar qui dit, c'est bon, vous avez vu, le discours lui plaît. Et qui continue. Et l'autre pleurait encore plus. Et alors, le soir, on a vu arriver Simone Houphouët-Boigny. Et André Chandernagor fait, monsieur Jamais, et quand il y avait des excusez-moi madame, mais une liane. Et là, on voyait que André Chandernagor avait un souvenir d'une danse avec Madame Houphouët-Boigny, ému. Mais pareil, il avait dit à ma femme, vous savez, moi, quand je suis en voyage, vous avez une grosse valise, madame, moi, je lave mon petit linge dans le lavabo de l'hôtel,
Et il le faisait, et un sou était un sou, et les siens n'étaient pas les sous de l'État n'étaient pas les siens. Une autre époque. Belle expérience. Voilà. Henri Emmanuelli comme directeur de cabinet à l'Assemblée. Et ensuite à l'Assemblée on me fait venir parce que il y a déjà à l'époque l'affaire Urbain, et on dit il faut un type de la Cour des comptes pour tenir le budget de l'Assemblée. Et leur parler. Là on est en 92. On est en 92. J'ai été directeur de cabinet de André Chandin-Gor, puis de Pierre Arpaillange, qui est un homme que j'ai énormément respecté, ancien garde des Sceaux, voilà, qui avait subi des choses assez terribles et qui était un homme d'une grande bienveillance et d'une grande bonté. Sa femme m'a appris également des tas de choses. Une fois, elle était restée à côté de la voiture parce que je m'étais assis sur la place de droite derrière le chauffeur. Et monsieur Jamais, vous avez été très mal élevé. C'est la place. C'est ma place. Jamais mon mari ne l'aurait pris. Alors là, je me suis mis, et j'ai appris que quand on montait avec la femme de l'autorité avec laquelle qu'on était censé servir, il fallait se mettre derrière la place, derrière le chauffeur pour avoir les genoux serrés, et que, évidemment, la femme de l'autorité, l'épouse de l'autorité, avait le droit à la grande place. Mais elle était restée à côté de la voiture sans entrer, et j'avais dû donc ouvrir la fenêtre en disant, Madame, il se passe quelque chose? Oui, monsieur Jamais, vous êtes assis à la mauvaise place. Et j'avais compris, j'avais fait un truc terrible. Les questions protocolaires sont souvent des les familles des hommes politiques sont des gens qu'il faut traiter avec égard, mais néanmoins s'en méfier terriblement. Voilà. Et ensuite, en effet, je suis Henri Emmanuelli. Là, c'est simple. Il me fait venir parce que je suis de la Cour des comptes. On s'entend. C'est une belle époque. On monte le premier congrès de Versailles. Il n'y avait jamais eu de congrès de Versailles depuis Giscard étendant à 60 députés, 60 sénateurs. La saisine du Conseil constitutionnel. Donc, ça devait être 76. Et là, on était en 92. Donc, on trouve des toiles d'araignée, ça. Avec Henri, on vit des choses dures. Il me dit la pire chose que j'ai faite, à mon avis. Il me dit, on a sympathisé. Je lui dis, oui, monsieur le président, écoutez, venez au Parti socialiste. Il est en faillite. Il n'y a pas de directeur des services. Il n'y a pas de directeur de cabinet. Et il n'y a pas de trésorier. Je deviens donc trésorier national du Parti socialiste, en ruine. Je dis pas dans quel... Déjà, on fait croire qu'on va hypothéquer Solferino. On prend quelqu'un de notre profession, je dirais pas lequel, et il me dit prenez le plus con, le plus malhonnête, il fera croire à tout le monde qu'on va vendre. Je prends quelqu'un qui remplit parfaitement les conditions qui ont été dites. Ça n'existerait plus aujourd'hui. Bien sûr. Et qu'on met devant, et qui racontait que des conneries. C'était un homme qui était totalement mythomane. Mais bref. Et pendant ce temps-là, moi, je l'hypothèque en douce. Avec aucune banque qui veut l'hypothéquer, parce que je cours les banques et on me dit, mais attendez, une hypothèque sur le Parti socialiste, mais vous rêvez, monsieur Jamais, vous croyez que je vais la lever si vous ne me payez pas? C'est un piège. Une garantie assez... Voilà, qui était impossible de la faire exécuter, cette garantie. Et Michel Pébreau me dit cela, un certain nombre me dit cela, et finalement ça s'arrangera, mais difficilement. Une période très très dure, très très compliquée, parce que Lionel Jospin présente sa candidature contre Henri Emmanuelli. Il faut animer une écurie présidentielle, on essaie de faire ce qu'on peut. On fera un tiers des voix internes, Jospin en fera les 2 tiers. Puis après, il faut monter la campagne du type qui vous a battu. Parfois, il n'a pas d'équipe du tout et pas d'argent. Il faut la monter pour lui, ce qui est assez paradoxal. Moi, je me rappelle une phrase de Lionel Jospin qui me dit « Quitte Henri Emmanuelli et deviens mon directeur de cabinet ». Je lui dis « Bah non, on a des fidélités, quand même, c'est pas possible ». Il me dit « Tu as tort, si tu venais avec moi, tu apprendrais à m'aimer ». Ah, la phrase est belle, cela dit. Je trouvais que j'avais regardé discrètement si ses chaussettes tenaient encore ses chevilles et si sa tête passait la porte. Non, mais je pense qu'il y a des tas de qualités, mais la modestie n'en fait pas partie. Et voilà, tu viens avec moi, tu apprendras à m'aimer. Voilà, ce que j'aurais peut-être dû faire. On aurait pu dire connaître, mais c'est assez, voilà. Aimer, voilà. Bien sûr. C'était à m'adorer, voilà, à m'admirer. C'était étonnant. Donc je fais ça et après Laurent Fabius. Et alors, j'arrête un peu, je deviens secrétaire général du Théâtre des Amandiers. J'ai vu ça a dû être une expérience. Avec Jean-Pierre Vincent qui nous a quittés il y a peu, mais là, chaque jour, chaque minute, j'apprends quelque chose sur Hölderlin, sur Kleist, est un spécialiste de la littérature allemande, et on monte, et puis alors tout le monde veillait, je jouais dans des pièces qu'on ne montait pas, on faisait des lectures parce qu'on était incapable, infoutu de les monter pour des raisons de budget, des pièces où il y avait 35, donc on les lisait, et donc je fais des lectures. On se fâche un petit peu parce que on va chez Jacques Toubon et là il me dit tu vas voir je vais pas être très reluisant. Je dis bon Jean-Pierre vous allez être merveilleux comme d'habitude. Non pas reluisant. Et en effet il rentre chez Toubon ministre de la Culture, il dit écoutez il y a une chose qui est assez simple, je crois que vous devriez baisser les subventions de mes collègues pour augmenter la mienne. J'avais dit ça c'est pas génial en effet. Voilà, donc on s'était un petit peu fâché là-dessus, pas trop d'ailleurs, mais c'était exceptionnel, mais c'était pas ma voix je crois. À l'époque Toubon m'avait barré pour être
le secrétaire général du musée d'Orsay avec Madame Cachin, qui était une dame Françoise remarquable. Françoise Cachin, qui m'avait choisi. Et, tout bon qui était malin m'avait dit « Venez me voir. Oh, Monsieur Jamais, j'ai vraiment envie de vous nommer, mais vous comprenez, nommer quelqu'un de gauche alors que vos amis ont été tellement durs avec les gens de droite pendant si longtemps. Vraiment, j'en ai envie, mais je peux pas le faire. » Voilà. Et je crois que j'avais dû sortir en arrière, en courbant la tête, en disant merci monsieur le ministre, merci monsieur le ministre. C'est le type classique, on voit ça dans des numéros d'humoristes, type qui est licencié, et j'ai remercié son patron d'être licencié. J'avais fait à peu près pareil, tout le monde. Je vous remercie de pas m'avoir nommé monsieur le ministre, vraiment. Que suis-je bête d'avoir pensé à un moment que je pourrais l'être. Donc c'était pour ça que j'étais parti. Et Laurent Fabius m'appelle, je me rappellerai toujours. Jean-Marc Antoine, vous pouvez venir me voir, s'il vous plaît? Bon, je vais le voir. Il me dit, c'est facile, hein. Alors, vous avez gouverné l'Assemblée nationale avec une certaine poigne, on m'a dit, hein, mais il en faut. Et puis, vous avez gouverné le Parti socialiste avec une certaine poigne, on m'a dit aussi. Alors, mon Dieu, voilà. Bon, moi, je vais prendre le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, je reviens. Et qu'est-ce que c'est que le groupe socialiste à l'Assemblée nationale? C'est le parti dans l'Assemblée. Vous avez fait le parti, vous avez fait l'Assemblée, vous ferez le groupe. C'était pas secrétaire général du groupe socialiste à cette époque, c'était pas avec Laurent Fabius, qui est un homme que j'admire pour sa culture, son sens politique, sa force, son intelligence. C'était passionnant. Mais c'était un petit groupe d'opposition. Bon, on savait pas que M. Villepin allait aider à ce que ça revienne plus vite. Mais voilà. Mais je me rappelle toujours. Et je dois faire un communiqué. Voilà. Je vais faire. Alors, ce qui est terrible, c'est que Mitterrand, cette grande malédiction pour la politique française. Moi, quand je travaillais pour Mitterrand, il m'avait dit faites 8 lignes. Et c'est comme ça qu'il m'a pris. Bon, alors donc je dois faire 8 lignes parce que ce que Mitterrand a appris à Laurent Fabius l'apprend à d'autres qui l'apprennent à vous à leur tour. Les mêmes feutres noirs tempo, etc., etc. Et donc je fais ces 8 lignes et je suis pris. Je suis pris d'abord au groupe, qui est assez drôle. On fait quand même des petits fanzines où il s'agit de dire gouvernement pas bien, Juppé pas beau. C'est assez rigolo, surtout que la politique française étant ce qu'elle est, on dîne ou on déjeune avec Juppé le lendemain, qui dit vous y avez été un peu fort, etc. Voilà, c'est vrai, c'est passionnant. C'est passionnant. L'Assemblée est un. J'ai fait pendant longtemps du droit, j'étais pendant très longtemps professeur de droit public. Je veux dire, c'est des rouages, il y a une vraie beauté, c'est un des beaux-arts. Que personne ne soupçonne souvent, parce que ce sont des choses un peu... Mais l'art parlementaire, alors voilà. C'est fait de protocoles, c'est fait de choses anciennes, c'est fait de conventions, tout ce qui est en train de partir maintenant, qui sont autant de repères et de refuges que nous perdons, et donc qui ne nous place plus dans l'immensité du monde à une place repérable. Ça, c'est autre chose. Mais là, c'est peut-être parce que je vieillis que je dis ça, mais il y avait des choses, il y avait des traditions, des textes, un règlement de l'Assemblée, la Constitution. Les choses fonctionnaient quand même avec un certain nombre de rituels, où le directeur de cabinet a une importance assez grande. Donc, on fait groupe, donc l'opposition, on la dirige, ce qui est à la fois dirigé à ce moment-là un peu une écurie présidentielle, puisque Laurent Fabius souhaite se présenter à la présidence de la République, je le pense, je le crois, enfin je pense qu'on l'a dit, je ne pense pas trahir sa pensée. Il a lui-même cette difficulté d'exister au moment du sang contaminé de la Cour de justice de la République, alors que c'est un Premier ministre qui a agi rapidement, dans une nuée d'informations qui ne permettaient pas de discerner à l'époque. Ça nous rappelle certaines situations actuelles, peut-être. Peut-être. Oui, sauf qu'on avait moins d'informations. Enfin, ce qui est terrible, c'est que il a probablement pris des bonnes décisions sans le faire assez connaître. Il y a cela, et puis il y a la gestion de l'Assemblée, et puis il y a se prolonger. On fait des choses assez drôles. On invite pour la première fois, comme le font les Américains, on invite Tony Blair à venir parler. On expérimente des traductions simultanées. Je me rappellerai toujours que la première phrase de Tony Blair, ça donne j'admire beaucoup Adolf Hitler. Il avait dit quelque chose comme je mangerais bien du pudding, mais comme c'était pas du tout, ça ne fonctionnait pas du tout, on arrête immédiatement des traductions aussi folles. Gênant. Exactement, mais on fait plein de choses qui sont des premières et on fait beaucoup de politique et on essaie de peser. Laurent Fabius a pas mal de relais dans le gouvernement qui sont ses amis. Voilà, on dirige ça. Et puis on va à Bercy, qui est la pire expérience de ma vie. Moi, comme conseiller spécial, il s'agit de donner.
vendre des licences de téléphonie mobile, il s'agit de fixer les prix du carburant, il s'agit de mettre l'euro, j'y joue un rôle important. J'ai chez moi dans mon bureau, qui n'est pas chez moi, mon bureau, bon Dieu, ça fait peur. J'ai chez moi un bureau très personnel quand même. Hein. Il y a la maquette de la pochette par laquelle on a donné aux Français des pièces en euros pour qu'ils puissent rendre la monnaie ou acheter des cigarettes, etc. Et donc c'est un tout petit sac en plastique. On a fait la maquette, mais Fabius c'est un perfectionniste, 92 000 fois dans l'après-midi. Je arrêtais à 4h30 du matin. Et là, je crois que j'ai écrit dessus, et qui s'efface peu à peu, validé LF. Et c'est la première, je devrais le donner à un musée. C'est la première, premier truc tangible qui permettront aux Français d'avoir des euros dans la main. Donc on fait ça, et puis voilà, là j'ai 40 ans, et ça fait, je m'aperçois, entre 15 et 20 ans que je fais cela. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien du Cercle Pierre d'Or. Et justement, arrivons à 2001, qui est une année très importante pour vous, à beaucoup d'égards, puisqu'il va y avoir quand même un changement très fort dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez devenir élu local et vous allez rentrer dans le premier grand groupe de luxe mondial. Et c'est cette même année. Donc 2001, c'est quand même une année charnière. Voilà. Alors, avec une chose simple, c'est que pour bien fixer les choses, moi je suis persuadé que Lionel Jospin va gagner. Il va battre Chirac. Jean-Marie Le Pen sera évidemment pas au deuxième tour. Donc je me dis, et j'ai des propositions. Les amis de Laurent, d'autres arrivent, on dit si jamais je suis ministre, ce serait bien que tu diriges mon cabinet. Et franchement, je me dis tiens, ça fait 15 ans que je fais ça. Chandernagor, Arpaillange, Emmanuel, Laurent Fabius, là ça va être X, Y. Je vais faire ça toute ma vie. Et il y a un petit peu d'épuisement, hein. C'était les fins sont jamais aussi drôles que les débuts. Donc les fins, il y a les ennuis, il y a eu un moment, il y a eu la mort de Bérégovoy, dont on était très proche. Moi je l'ai croisé dans la rue, avec personne qui, la veille de sa mort, il est devant l'annexe de l'Assemblée nationale sous boulevard Saint-Germain. Il sort, on est en plein soleil. C'est juste avant le 1er mai, bien sûr, et personne lui dit bonjour dans la rue, personne ne le reconnaît. Et il marche, les yeux égarés, et je me fends d'un espèce de sonore « Bonjour, monsieur le Premier ministre », parce que vous sentez sa l'homme est solitude. perdu, et personne ne le voit. L'anonymat total après le combat sur le prêt de Pelat, j'ai remboursé, c'était pour ça, etc., etc. Et donc Donc le combat politique, vous sentiez qu'il y avait une Urba, aussi, où j'avais senti, moi, il y a un homme que tout le monde admire, qui est Jules Van Runebeck, pour lequel je n'ai strictement aucune admiration. Très franchement, qui vient d'écrire ses mémoires. Voilà, les pièges dans lesquels il faisait tomber un certain nombre des gens qui se présentaient devant lui. Je me rappelle le juge Jean-Pierre lui mettant une petite claque devant moi, lui disant, Van Runebeck disant, il y a rien dans le dossier. Comment je vais faire pour pouvoir condamner Emmanueli? Et le juge Jean-Pierre le fait, mais une claque. Reprends-toi. Tu vas y arriver. Renaud, tu te reprends. Je trouvais ça, enfin voilà, ou croyant à l'époque, je faisais partie de quelques précurseurs, je suis arrivé au Parlement de Rennes, et il me dit, vous êtes journaliste, venez, c'est par là qu'il va rentrer l'accusé. J'avais trouvé ça complètement fou. Beaucoup de gens, et peut-être très bien par ailleurs, et peut-être sûrement des qualités, mais c'est même paru quelqu'un qui avait une toujours faire attention aux gens qui veulent nourrir le dossier. Une vraie personnalité différente je dis pas que c'était bien, on ne peut pas faire le coup d'une autre époque, on pouvait pas financer les partis politiques, donc il y avait ça, j'en avais assez, et en effet, alors Laurent Fabius me propose de rentrer dans le groupe rival du groupe dans lequel je suis aujourd'hui, qu'il connaissait bien, où il avait des amis proches, et notamment Serge Wimbert, qui est un ami, et je rencontre quelqu'un de très très bien et qui va m'aider, probablement la personne qui m'a aidé le plus généreusement, le plus directement, et sans attendre le moindre retour de ma part, qui est Nicolas Bazir. Il me dit voilà, on a un secrétaire général, ça marche pas, on sait pas pourquoi. Peut-être que ça marchera pas avec toi non plus, mais tu devrais tenter. Et moi, je suis prêt à te présenter à Bernard Arnault et à l'époque à Pierre Godet. Voilà. Et Nicolas Bazir l'a fait simplement comme ça, en me disant tiens, je te connais bien, je pense que ça t'irait et tu saurais le faire. Nicolas Bazir venant de notre oui, mais que quand on est directeur de notre écurie, Laurent Fabius ou d'Henri Emmanueli entre
92 et 97 pour la partie opposition qu'on a amené à connaître. On va de temps en temps à Matignon et on dit voilà, on a l'intention d'être très dur, je préférerais vous le dire pour que le Premier ministre le sache. Dites à Monsieur Balladur, Monsieur Bazir que notre groupe sera intransigeant, etc. On prévient, on a parfois par courtoisie, il n'y a pas de complicité du tout, mais il y a des règles là aussi républicaines. Si c'est le jour où on s'acharne contre, on dit ça va être dur, hein, on préfère vous le dire. Pas en traître. Voilà. Donc je le rencontre assez souvent, et puis aussi pour me dire. Et Nicolas Bazir est un être d'une extraordinaire gentillesse, d'un calme imperturbable, d'une loyauté, d'une franchise, d'une droiture assez exceptionnelle. Et en 22 ans que je le connais comme collègue au-dessus de moi, et 30 ans ou 35 que je le connais, j'ai toujours vu un garçon exceptionnel. Voilà. Et donc vous franchissez le pas entre guillemets. Et donc il me propose là, je retourne vers mon devoir d'origine au ministère de l'économie et des finances. Je dis à Laurent Fabius, je crois que je vais arrêter. Vraiment, je vous dois tout, merci, etc. Mais vraiment faire autre chose, etc. Le prend moyen bien. Il me dit si la fidélité ça commence à faire le contraire de ce que je vous demande, phrase qui m'a un peu choqué à un moment parce que j'avais l'impression d'avoir été fidèle au carré, au cube et même au-delà, mais voilà, il est de mauvaise humeur. Il dit attention, très compliqué d'aller travailler dans le privé, tout ça. Bon, très bien. Il me dit donc je vais vous demander un service, voilà, j'ai un ami, quelqu'un qu'on connaît, pas un ami, un militant, il a des ennuis, il savait pas très bien gérer peut-être, mais c'était aussi très difficile. C'est la dernière ville qui a été créée en France. C'est une décision en 67 de Georges Pompidou, Paul Delouvrier. Elle a été créée en 75. Elle est fortement endettée, fortement imposée. Oui, ça allait pas bien à Val-d'Oreille. Complètement à l'arrêt. C'est la dernière des villes nouvelles. Elle venait de perdre chose terrible, elle venait de perdre son nom. Elle s'appelait le Vaudreuil, ville nouvelle. Et les habitants du Vaudreuil, qui était un village à côté, elle fait un recours étonnant, je ne sais jamais sur quelle base, auprès du Conseil d'État pour reprendre leur nom de ville. Donc, ruiné, imposé, débaptisé, à l'arrêt. C'est un programme petit peu euphorisant. Difficile. Et il me dit, mais je vous demande pas votre avis. Vous partez, c'est pas bien. Gardons un lien. Et voilà, faites ça. Pas très loin de chez lui et de Cranquevilly, bien évidemment. Et donc je prends la ville avec l'aide forte du maire sortant qui voulait arrêter, l'aide forte, mais néanmoins ça se fait juste parce que 51% des voix. Les écologistes qui sont contre, la gauche honnête, la gauche propre, la gauche transparente. Alors c'est des gens qui l'avaient plus blanc que blanc. La droite avec un monsieur charmant qui me dit vous comprenez, ça fait 20 ans que la gauche est là, elle a connu tous les échecs. C'est mon tour. Ouais, voilà, une forte extrême droite. Et monsieur Charmant qui m'a dit après, je me suis bien dit quand je vous ai vu arriver que ça allait mal se passer. Il est un type adorable. Vraiment, j'étais presque ému parce qu'il me dit, comprenez, j'avais été l'adversaire de votre prédécesseur pendant longtemps. Là, franchement, tout le monde me disait, c'est ton tour, c'est à toi. Je voyais la députation, etc. Puis vous êtes arrivé, je me suis dit, oh là là, ça va être embêtant. Et il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort, mais voilà, ça s'est bien passé. Et ça, c'est une passion de week-end, c'est une passion de soirée, c'est une passion de tout. Alors justement, parlons un peu. On sent d'ailleurs en vous écoutant que vous êtes un homme passionné, Marc-Antoine Jamet. Parlons un peu de Val-de-Reuil. Je sens que c'est une de vos passions, justement. Oui, parce que je pense qu'on doit toujours avoir ce rôle de maire aussi. Non, mais privé et public. Moi, je viens. Si j'ai fait l'École nationale d'administration et si pour moi c'était la méritocratie républicaine, c'était, je dis, je suis pas un héritier, on n'a pas de fortune personnelle, c'était un moyen d'avoir un métier dans quelque chose qui me plaisait, avec des responsabilités qui étaient celles que je pensais pour incarner. Donc il y a cette dimension publique, elle existe. On la perd un peu. Il y a un intérêt collectif qui n'est pas l'intérêt général qu'on peut faire dans une grande entreprise. Et Dieu sait que le groupe LVMH incarne dans le monde entier un certain intérêt collectif français, une ambassade, une vision de ce qu'est la vie, une capacité à faire, une excellence très grande. Mais n'est pas l'intérêt général. Donc il fallait que je garde une partie d'intérêt général. Et le fait d'avoir la 14e ville la plus pauvre de France, la première ville la plus pauvre de Normandie, à côté d'un groupe qui est aujourd'hui la première capitalisation, je trouve sans reniement, sans trahison, sans paradoxe et sans schizophrénie. Les communistes me disaient de manière amusante, avec Jamais, c'est un sac Vuitton par accouché, une bouteille de champagne par chômeur. J'ai essayé qu'il y ait de moins en moins de chômeurs et qu'il y ait de plus en plus d'enfants. Donc peut-être qu'ils avaient raison, mais pas dans le sens qu'ils croyaient. Et par ailleurs, ceux qui étaient plus délicats me disaient...
La semaine, c'est la propagation du capitalisme et, pour reprendre la célèbre expression de Napoléon III, et le week-end, chez lui, c'est l'extinction du paupérisme. Oui, mais l'extinction du paupérisme, c'est pas mal. Lutter contre la précarité, la pauvreté, si tous ceux qui ont une capacité générale, moi, les miennes sont faibles, mais j'ai une petite capacité générale d'organisation, de coordination ou de gestion de la complexité, si vous faisaient tous la même chose, prenez tous une implication forte dans une ville de 10 000 habitants, peut-être que nous irions mieux. Donc, et justement, ce rôle de maire, alors comment vous le concevez? Parce qu'on sent bien, quand on vous parle et quand on discute avec vous, que ce rôle de maire, c'est un rôle qui vous tient extrêmement à cœur et que vous êtes présent. C'est le contact immédiat avec les gens, c'est le contact immédiat avec les bons jours, les mauvais jours. Moi, je me souviendrai toujours d'une fille à qui on avait arraché toutes ses dents, mais je me suis dit, c'est Fantine, c'est Les Misérables, c'est Victor Hugo, un dentiste qui... profession honorable que je vais fréquenter d'ailleurs je crois demain soir, donc je ne vais pas en dire un mot. Disons pas du mal. Un mot de mal, mais le gars apparemment avait un peu pour une jolie fille, on avait arraché ses dents. C'était Fantine à Montreuil-sur-Mer. Oui, avec 2 siècles de décalage. La salariée de Monsieur Madeleine, qui n'était pas Jean Valjean. Mais en même temps, c'est les mariages, mais en même temps, c'est les implantations d'entreprises, mais en même temps, c'est les choix d'architectes, mais en même temps, c'est l'amélioration de la vie. Aujourd'hui, la transition numérique, la transition écologique, le développement économique, c'est passionnant. C'est en petit, ce que dit tout le monde, c'est le mandat où vous voyez à échelle humaine et à temps humain les conséquences de vos décisions, bonnes ou mauvaises, et les réalisations que vous faites. C'est le pouvoir de changer. Alors, ceux qui me disent, mais c'est un tout petit bout de France, tu ferais mieux de faire plus grand, tout ça. D'abord, plus grand, personne ne me l'a demandé. Et puis il y a une fidélité aux gens qui ont eu la gentillesse de me faire confiance. Et puis c'est la famille. C'est maintenant je me sens de cet endroit-là. C'est un endroit quand on dit hier chez vos confrères d'RTL le directeur de Sanofi dit on va faire 100 millions de doses à Francfort. Et puis l'usine de Val de Reuil, c'est celle vraiment on a fait le plus de recherches de machin de ça. Moi je suis toujours un tout petit peu fier quand le président de la République dit il y a 3 semaines, c'est à Val de Reuil que se conçoit le successeur du Charles de Gaulle et que nos porte-avions sortiront. Je suis un petit peu fier quand Monsieur Richard dit c'est Stéphane Richard, toute l'intelligence qu'il y a dans votre smartphone vient de Val de Reuil parce que c'est là où on a mis nos data centers. Je suis heureux quand Monsieur Lévy dit je calcule la résistance de mes centrales nucléaires, mais également votre facture depuis mes centres de calcul de Val de Reuil. Je suis fier quand même il y a des concurrents parfois du groupe pour lequel je travaille qui viennent et j'en suis fier aussi. C'est toujours étonnant de voir une petite ville qui est dans le 11e département industriel de France et qui est l'endroit où il y a la plus-value industrielle et économique la plus importante. Quand on voit, moi, il m'est arrivé à Lima, à Sydney, Monsieur le maire. Et le gars, il était garçon de café dans le café français de Sydney, et il était de Val de Reuil. J'ai toujours pensé qu'avec 15 000 habitants, on devait en fait en avoir 1,5 million parce que ça bondit partout. Voilà. Et donc oui, bien sûr que c'est plaisant. Et surtout que 20 ans de mandat, plaisant et usant. Oui, 20 ans de mandat, c'est maintenant le cas. Pas bien, ça, je le dis pas, ne le dis pas. Je le susurre, mais je le chuchote. Ça s'appelle un 4e mandat. Et vous avez été réélu avec 90% des voix. On parlait face au Front National, ce qui peut être une explication. C'est pas possible. Mais enfin, tout de même, ça fait un chiffre qui n'est pas totalement neutre. Et ce mandat de maire, vous le voyez comment maintenant? Au bout de 20 ans, où vous avez transformé, on peut quand même, sans vouloir faire Parfois, je regarde vers l'arrière, je me dis, mais j'avais un directeur des finances dont je dirais pas le nom, qui était interdit de casino, et je crois même qui avait perdu ses droits civiques. La dame que m'avait laissé mon prédécesseur, qui était directeur général des services, était un peu bizarre puisqu'elle s'enfermait dans son bureau en arrivant. Donc, quand je vois aujourd'hui l'équipe plus jeune, plus professionnelle, plus moderne, plus tournée vers l'excellence, la compétence, etc. Je me dis, mais comment on a fait? Quand je pense qu'on avait de quoi inaugurer une cuillère à café, et qu'aujourd'hui on refait des écoles, enfin on mettait une cuillère à café dans une cantine et on disait, formidable inauguration, enfin voilà, non... Quand je regarde, je me dis que ça m'a pris un temps fou. Et alors là, c'est très franchement, c'est le temps de la lecture, c'est le temps de la famille, c'est le temps du farniente, c'est le temps du repos, c'est le temps du soi-même que j'ai délibérément, c'est le temps des enfants aussi, sacrifié. Et en même temps, j'ai le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'énorme, mais notamment le temps du rien faire.
Oui, mais est-ce que vous aimez ne rien faire? Oui. Alors, je suis quelqu'un qui, les gens me font, en vacances, qu'est-ce que tu dois t'embêter en vacances? Moi, vous m'avez jamais vu. Non. Je fais des ronds dans l'eau et je mais lis, ça dure 2 jours. Et je fais, ça dure, j'essaie d'en prendre un tout petit peu plus. Voilà. Je suis mais c'est vrai. Et ça, ce temps-là m'a manqué probablement dans la construction humaine. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose de sensible, probablement de chaleureux, de profond, qui est ce temps-là. Et puis, les enfants, surtout les 2 plus grands, les 2 plus petits, j'ai essayé de me corriger. C'est vraiment, quand est-ce que ça a lieu, la vie d'un élu? Ça commence à 18h30 et ça finit à 23h. C'est simple, avec les réunions de l'agglomération, du machin. Et puis il y a le week-end. Voilà, et j'ai le sentiment, et puis de leur avoir fait partager mes causes, qui partageaient pas totalement. Voilà, donc ça et je le vois aussi, aucun ne veut faire de la politique. Mais alors vraiment aucun. Non, mais c'est synonyme d'ennui, de tuiles, de téléphone qui sonne à 2h du matin, de catastrophes qui arrivent, etc., etc. Voilà, mais c'est synonyme de beaucoup de joie, de beaucoup d'épanouissement. Mais ces 20 ans-là, je mesure aujourd'hui que c'est impossible de revenir en arrière. Et impossible d'y mettre fin. On me dit. Je mesure, oui, c'est dommage, on aimerait bien. C'est en samedi, dimanche, en temps, mais vraiment, je mesure ce que ça m'a coûté et ce que ça m'a donné en même temps. Ça m'a donné. Je pense que ça a moins donné aux gens autour de moi. Ça, c'est sûr. Ça leur a plus coûté et c'est à moi que ça a donné, c'est à eux que ça a coûté. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien du Cercle Pierre d'Or. Alors, autre travail à plein temps, qui est aussi celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est le secrétaire général du groupe LVMH. Pas autre travail à plein temps. Alors là, travail à plein temps, tout court, parce que les choses ont toujours été claires. Je n'ai jamais supporté, pour en avoir vu beaucoup, les gens qui disaient oui, je suis un vague travail. Non. Ce travail, je l'ai pris le même jour. Je suis devenu maire et secrétaire général le même jour. C'est-à-dire qu'il y a eu une décision économique ou d'entreprise qui est la confiance d'un homme, Bernard Arnault, qui l'accorde à peu de gens, et donc c'est un honneur, et un honneur d'ailleurs dans la durée, avec les qualités de capitaine d'industrie qu'on lui connaît, la lucidité, la visibilité, le courage dont il a fait preuve d'ailleurs encore au début de la pandémie, tenant sur la dunette, seul le cap, ou presque, de l'entreprise. Et si les résultats qui ont été publiés il y a quelques jours ne sont pas mauvais, loin s'en faut, puisqu'ils sont même bons, très franchement, c'est parce qu'il y avait un homme derrière, je pense, qui a mobilisé une équipe. Il n'est pas seul. On est 140 000, si je me rappelle bien, mais néanmoins. Et donc, un vrai travail de secrétaire général, c'est-à-dire dans une entreprise dont j'ai vu aussi la mutation prodigieuse, parce qu'en 20 ans, là aussi... Nous étions une entreprise française, que je qualifierais presque d'artisanale, où je me souviens que le directeur des finances, Patrick Well, était un homme qui avait connu Moet Hennessy avant, que mon collègue Bernard Kuhn, qui est le directeur juridique, avait connu Vuitton avant. C'était des gens qui avaient un œil sur 84-86, étaient encore là, sont encore là, et là, c'est une entreprise mondiale, internationale, où un certain nombre de nos collègues sont italiens, américains, anglo-espagnols parfois, ça existe, autour de Gibraltar. Enfin, qui s'est là aussi procéduré, professionnalisé, tout en restant agile et petite. Ça, je dis toujours que il m'est arrivé de diriger quelques délégations à Bruxelles. Il y avait nos collègues de L'Oréal, on peut dire leurs noms, qui sont puissants. Il y avait 30 chaises, il y avait 30 types assis dessus. Nos collègues d'autres secteurs, grandes entreprises françaises, tous là. Et puis la délégation d'LVMH s'asseyait, c'était moi, avec un collaborateur, une collaboratrice derrière. Et il y avait 28 chaises vides. Et je pense pas qu'on faisait du plus mauvais travail d'ailleurs. Voilà, donc c'est sa manière, très affûtée. La silhouette de Bernard Arnault donne une vision assez claire de comment il voit la vie. C'est comme un marathon concourt à la vitesse du sprint. Et ça... comment vous expliquez, par exemple, moi c'est une chose qui me fascine en France, la construction de ce groupe qui est maintenant le numéro 1 mondial, enfin qui devrait être une des gloires nationales, puisque c'est quand même en cette matière de luxe en plus, ce qui est vraiment une appétence nationale depuis Louis XIV ou avant. Exactement. Mais enfin disons que c'est lui qui a vraiment... Vive Colbert de ce point de vue-là. Merci Colbert. Si d'autres choses lui sont reprochées maintenant, celle-là doit être mise à son crédit. Mise à son crédit. Et qu'il y a toujours une forme de défiance par rapport à la réussite en France, qui est quelque chose qui m'est
étonnera toujours. De défiance de qui? Parce que, en effet, moi, je vais lier les deux sujets qu'on a évoqués. Oui. Maire d'une ville de 15 000 habitants, on pourrait penser qui vote à gauche, qui connaît des difficultés, etc. Moi, ce que j'entends les gens, vous avez vu, il est secrétaire général de LVMH, etc. Et chez moi, ils disent, ouais, nous, on préfère qu'il soit secrétaire général de LVMH parce que il doit pas être totalement manchot, le type. Et voilà. Et je pense qu'il y a quand même une fierté chez nos concitoyens, fierté de voir un homme qui a amené dans un secteur qu'il a réussi à faire entendre comme une industrie et pas comme quelque chose de futile, volatile et léger. Ça l'est parce que il faut aussi de la légèreté, mais ça n'est pas que ça et ça n'est pas cela. Il a réussi à le transformer en empire industriel et je pense que prenons quelque chose qui pourrait être soumis à critique ou à polémique. Le tiercé, le quintet, les 10 premières personnes qui ont réussi à bâtir l'empire industriel le plus important. Oui, c'est sûr que ça pourrait être Bill Gates, Warren Buffett, Monsieur Zuckerberg et Monsieur Bezos. Il y a quelques Européens, peu, et il y a un Français. À un moment ou à un autre, il y a aussi une légitimité. Voilà, au-delà des redistributions, répartitions, etc. Il y a quand même quelqu'un qui a une aventure individuelle. Il part de quelque chose et il arrive à faire quelque chose. Ça s'appelle de la réussite. Ça s'appelle le succès. Je pense qu'il le doit davantage à lui-même qu'à qui que ce soit d'autre. C'est quand même quelque chose qui est perçu. Ça, vous pensez que c'est perçu y compris très par clairement. Un retour de l'étranger vers nous. Ouais. On comprend que la France, ça peut tout à fait être, alors je vais dire des choses très choquantes, Louis Vuitton, Christian Dior, Guerlain, que c'est une vision de l'art de vivre à la française, du bien-être européen, une certaine culture. J'ai toujours dit que nous vendions avec nos produits Marcel Proust, Victor Hugo, mais également Soulage, Louise Bourgeois ou qui vous voulez, qu'il y a la place de la France qui malheureusement n'est plus assurée dans un certain nombre de secteurs, qu'il est encore dans celui-ci et qui est une place d'excellence. C'est pas par hasard. À l'étranger, on pense que c'est parce qu'il y a un soin, parce qu'il y a une attention, parce qu'il y a une création, parce qu'il y a une innovation. Et je pense que ça revient quand même vers nous. Voilà, on n'est pas dans le domaine du hasard, on n'est pas dans le domaine de la chance, on est probablement dans le domaine du risque, du pari et du défi, mais pari tenu, défi réussi et risque relevé. Voilà, ça vraiment, s'il y a quelque chose à reconnaître à ce grand capitaine d'industrie, c'est d'avoir pris sa chance, de l'avoir tenté, de l'avoir réussi, là où d'autres auraient hésité. Il est un entrepreneur, il entreprend, et voilà, c'est un homme qui m'épate chaque semaine par le nombre d'idées, d'initiatives, et si on faisait ça, si on pouvait faire ça, voilà, quelqu'un qui pourrait qui pourrait s'asseoir et dire j'ai fait mon devoir, j'ai fait ce que je devais faire. Il n'en est rien. C'est quelqu'un qui est dans le devenir, qui est dans l'avenir. Peut-être qu'on devrait en avoir plus dans d'autres secteurs également. Ça ne serait pas absurde. Ça ne serait pas mauvais. On n'a pas parlé d'immobilier et au fond c'est bien, mais on peut peut-être dire un petit mot en conclusion. Ça n'est pas l'essentiel de votre activité chez LVMH, mais vous êtes quand même... C'est une partie importante. Bien sûr, c'est une partie importante. Aujourd'hui, le groupe représente des quantités... 5000 boutiques dans le monde, un réseau absolument extraordinaire, voilà. mais également... Et donc, et votre rôle, là, quel est-il? Alors, le groupe est assez simple, c'est-à-dire que remonte à la holding, quand j'ai dit qu'on était 2 sur des délégations qui pouvaient s'asseoir sur 30 chaises, d'à peu près. Le holding s'occupe de ce dont Bernard Arnault s'occupe directement, de ce qui est difficile, ce qui est compliqué ou de ce qui est important. Ce qui veut dire qu'il y a une autonomie, une indépendance des marques. Pour tout ce qui est, je vais pas embêter, mais un siège de nos entreprises, une boutique particulièrement importante, quelque chose qui se fait dans la complexité, d'une œuvre architecturale difficile, d'une implantation commerciale qui n'est pas évidente, d'un emplacement qui est soumis à difficulté. Je m'en occupe beaucoup, donc je m'occupe aussi bien d'acheter et de vendre des boutiques qui sont parfois des boutiques un peu petites ou un peu grandes sur les Champs-Élysées, un peu grandes, et des sièges. Et le but, c'est de mettre là aussi 3 choses: la qualité d'un architecte, la vision d'un coût. Car ce qui est fort chez Bernard Arnault, c'est cette vision quand même. Il n'y a pas de démesure, il n'y a pas de folie, il y a le besoin de l'excellence, mais jamais du délire, de la dérive. Et enfin, l'opérationnalité de l'emplacement, qui doit être au meilleur endroit, conçu de la meilleure façon. Et je fais ces 3 choses-là ensemble, ce qui me permet de rencontrer des architectes exceptionnels. Le travail avec Franck Guéry est pour moi un souvenir à la fondation formidable. On a tous les deux dans notre bureau une photo qu'il a
a juste derrière lui, et une photo que j'ai devant moi, qui est une photo de photographie, on a l'impression qu'on est un seul corps à deux têtes. Il regarde, et il y a une petite tête, la mienne, qui est derrière, qui a l'air un peu éveillée et bourriffée comme ça. Voilà. J'ai ce souvenir-là qui est absolument exceptionnel. Ce qui a été fait également avec les architectes japonais, Sajima et Nishizawa, à la Samaritaine est passionnant. La manière que Christian de Porzampar travaillait. On dit un mot de la Samaritaine qui est quand même un des chantiers les plus prodigieux en cours dans Paris. Où là, je trouve que on va pas ériger ici, nous, une statue à Bernard Arnault. C'est quelqu'un qui est un urbaniste, un agenceur, et pas simplement, comme on pourrait le penser ou que le croire, notamment si on est désagréable, quelqu'un qui s'intéresse à des boutiques. C'est un quartier parisien qui était défiguré par une boucle dont on se souvient, souterraine, des immeubles qui n'en pouvaient plus. C'est un quartier parisien qui va renaître quand nous nous serons débarrassés de la pandémie, autour d'un grand magasin, d'une crèche, de logements sociaux, de restaurants, d'un hôtel fabuleux où là, l'idée de quitter les parages du 8e arrondissement ou de la place de la Concorde pour trouver un hôtel qui donne sur la Seine et qui voit à droite la Tour Eiffel, à gauche Notre-Dame, donc l'hypercentre, c'est quelque chose auquel les gens ont dit mais vous êtes fous, les hôtels ils voudront pas aller là. D'accord, on va regarder, on va voir. Et on voit que le quartier se transforme, qu'il renaît et que cette rotule entre la rive gauche par le Pont-Neuf et le Marais, par l'arrivée sur l'hôtel de ville, par le 2e et le 1er arrondissement, par l'arrivée par le parc des Halles et la montée du 8e et de l'ouest parisien, par la remontée vers le Louvre, c'est un endroit fabuleux. Simplement, il fallait l'agencer différemment. Et puis, là encore, j'ai, pardon de manifester de l'admiration ou de l'étonnement, de la stupéfaction, de la surprise dans le bon sens du terme. Un fabuleux mécène. Un mécène qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire que quand à la poignée de porte, un autre mécène dirait « Allez vite, l'achetez chez le roi Merlin », je salue le roi Merlin, j'y passe les samedis, dimanches. C'est un endroit où je dépense de l'argent malheureusement parce que je vais acheter une ampoule et je reviens avec... Nous y sommes tous. Je reviens avec des blocs-portes, des trucs comme ça que j'essaie désespérément de mettre après le dimanche après-midi. Voilà. Et j'y arrive parfois. Mais... ce mécène qui a une vision à 360 degrés. C'est-à-dire qu'il dit pas « Derrière, je m'en moque ». Non, 360 degrés. Où que je sois, le Parisien... Pas l'acheteur, pas le touriste, le Parisien. La personne qui passe devant, le passant, devra avoir une vue exceptionnelle. Et je trouve ça très 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 bien. Et je pense qu'on a changé la commercialité et l'urbanisme de la rue Saint-Honoré un peu, qui n'avait pas besoin de nous, de la place Vendôme, qui a été créée par d'autres, et vive Louis XIV. Mais on a changé ces endroits-là, on a changé la Samaritaine. Je pense que l'œuvre urbaine qu'on fait sur les Champs-Élysées, urbaine une fois encore, pour les gens, c'est-à-dire d'agencement. Alors on dit c'est la banalisation du monde. Non, c'est un peu moins de sandwicherie et c'est pas plus mal, un peu plus de rêve et c'est surtout des reprises. Enfin, le très bel immeuble que nous reprenons en ce moment, le permis sera définitif dans les minutes qui viennent, du 103 avenue des Champs-Élysées. Pas être désagréable avec HSBC, de dire que cet endroit qui avait été le grand hôtel du Trans-Europe Express, on s'arrêtait en train, on dormait à Paris, puis on partait vers Venise, le Simplon, etc., avait un peu perdu de son lustre. C'est le moins qu'on puisse dire. Cette longueur, il va y avoir quelque chose qui va être refait absolument à neuf, avec un mélange d'œuvres d'art, de pierres reprises, etc. C'est important, voilà. Donc la ville, elle change et elle s'améliore. Et surtout, il y a une vision de la commercialité de la vie, la manière qu'il a, Bernard Arnault, d'agencer des boutiques, de savoir comment se fait la complémentarité de Fendi par rapport à Dior, comment mettre une petite marque à côté d'une grande ou d'une moyenne, et toujours quelque chose de très réfléchi, de très pensé. Il y a une théorisation. Alors évidemment, il faut que quand on passe devant, on se dise, c'est le hasard des choses. Mais le hasard fait bien les choses dans ce cas-là. Et ça, j'ai aussi, ça, c'est très intéressant pour moi. C'est-à-dire, moi, j'aime bien l'urbain. Et donc, on ne fait pas que dans l'architecture, on ne fait pas que dans le commerce, on fait dans l'urbain, l'architectural et le commerce, les trois en même temps. Et voilà. Et puis, je pense que la manière d'agencer un escalier pour que les gens le prennent, la manière de faire une pièce d'entrée, la manière de transformer les choses, c'est quelque chose de passionnant parce que il y a un peu de sociologie, il y a un peu de psychologie, il y a un peu de culture. Il n'y a pas simplement une portée de poutre et une résistance au sol en termes de kilos au mètre carré. Et puis, de temps en temps, il y a des grandes choses. Vous avez cité la Fondation, à Séoul, une boutique extraordinaire, à Singapour, une boutique extraordinaire, la LVMH Tower à New York, les chais Porzampar à Cheval Blanc qui sont une cathédrale, qui sont remarquables. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où on se dit, à notre petite mesure, on a transformé la Terre. Est-ce qu'on l'a transformée en mieux? Bah oui, plutôt en mieux. Le nombre d'endroits que Dior, par exemple, la maison de Granville, une maison extraordinaire. Magnifique endroit. Maison de Dior près de Grasse, qui s'appelle La Colle Noire. Mais
voilà, qui a été entièrement refaite, et on a l'impression que Christian Dior et sa sœur, qui avait été déportée à Ravensbrück, et qui passait parce qu'il y avait du soleil, un temps de convalescence, elle était revenue très 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 amoindrie, très amaigrie. Voilà, ce sont des lieux sublimes. Voilà, et il y a de très très belles choses qui se font. Hier, j'étais au défilé de Fendi qui se passe à huis clos, malheureusement. À un moment, il y a quand même du rêve. Il y a dans chaque minute de mode, dans chaque minute de maroquinerie, de montres et joaillerie, de vins et spiritueux, de parfums et cosmétiques, pour reprendre nos secteurs. Il y en a d'autres, l'hospitalité. Il y a quand même une plus-value artistique, une plus-value culturelle, une plus-value intellectuelle qu'on ne peut pas négliger. Elle est faite pas toujours par philanthropie, elle est sûrement faite pour séduire, mais elle est faite aussi pour être belle, simplement. Marc-Antoine Jamay, on aura compris à votre débit, à votre passion, à votre façon de voir les choses. Mais oui, moi j'aime bien la passion, et je rappellerai ce mot du général de Gaulle qui disait « Les passionnés ont vécu, les raisonnables ont duré, comme nous avons été passionnés, comme nous avons été raisonnables ». Et j'ai l'impression que vous êtes les deux, ce qui est un très joli mix. Merci à vous. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien du Cercle Pierre d'Or.